Le 15 juin 2024, devant 380 convives élégamment habillés, j'ai découvert ma photo affichée sur une immense pancarte à l'entrée de la salle de réception avec l'inscription « Recherché. Ne pas laisser entrer cet homme ». Pendant ce temps, des agents de sécurité m'encerclaient comme si j'étais un dangereux malfaiteur. J'avais déboursé 102 000 € pour ce mariage parfait, 22 000 € pour la lune de miel aux Maldives et acquis un appartement à 295 000 € en cadeau pour ma fille Paula. Mais ce que j'ai fait le lendemain a tout bouleversé. Avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche car de nouvelles histoires arrivent chaque jour. Laissez un like et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Chaque euro gagné l'a été à la sueur de mon front, en travaillant 18 heures par jour pendant que d'autres dormaient, en renonçant aux vacances, aux relations et même à ma santé pour offrir à mes enfants David et Paula tout ce dont j'avais été privé. Je croyais construire un héritage d'amour et de respect. Je me trompais lourdement. Paula a toujours été ma faiblesse. Quand Isabelle, mon ex-femme, et moi avons divorcé en 2008, après avoir découvert sa liaison avec un collègue de travail, la bataille pour la garde fut brutale et déchirante. Paula n'avait alors que 12 ans. David en avait 9. Le juge accorda la garde de Paula à Isabelle, tandis que David choisit de rester avec moi. À partir de ce moment, je me suis juré que Paula ne souffrirait jamais financièrement à cause du divorce, qu'elle ne ressentirait jamais l'instabilité que j'avais connue en perdant mes parents dans cet accident de la route en 1979. Pendant 16 ans, j'ai tenu cette promesse scrupuleusement. J'ai financé des écoles privées britanniques dont la mensualité s'élevait à 3 000 €. Pris en charge son master en architecture d'intérieur à Londres, 58 000 € au total entre frais de scolarité et frais de subsistance. Je lui ai offert sa première voiture pour ses 18 ans, une BMW série 3 neuve à 42 000 €. Chaque été, j'organisais des voyages internationaux pour elle, Isabelle et ses amis. Italie, Grèce, France, Japon. Jamais, absolument jamais, je ne lui ai refusé quoi que ce soit. Quand Paula m'a appelé en décembre 2023, en pleurs de bonheur, parce que Marcos Navarro Sanchez, un architecte de 31 ans rencontré lors d'une conférence professionnelle, l'avait demandé en mariage, j'ai eu le sentiment que tous mes sacrifices avaient enfin porté leurs fruits. Ma petite fille avait trouvé l'amour, elle construisait son avenir, et j'aurais le privilège de l'accompagner jusqu'à l'autel. « Papa, je veux un mariage inoubliable », m'a-t-elle dit de cette voix douce qui faisait toujours fondre mon cœur. Quelque chose dont tout le monde se souviendra pour toujours. Je lui ai promis exactement cela. Les préparatifs ont démarré immédiatement. Paula a choisi la salle la plus prestigieuse de Madrid, El Palacio de Vistahermosa, pouvant accueillir 400 invités, avec un coût de base de 55 000 € rien que pour la location. S'y ajoutait un traiteur haut de gamme, une décoration florale somptueuse avec des roses importées d'Équateur, un orchestre de 12 musiciens, un photographe professionnel primé à l'international, un vidéaste avec équipement cinématographique, un bar premium à volonté avec champagne français et une robe de mariée conçue exclusivement par une modiste renommée. 18 000 € à elle seule, le budget final, 102 000 € tout rond. J'ai signé chaque chèque sans broncher. Mais ce n'était pas tout. Marcos et Paula rêvaient d'une lune de miel aux Maldives, un resort 5 étoiles avec villa privée sur pilotis, 22 000 € pour 14 jours de pur paradis, vol en classe affaires inclus. J'ai tout réglé d'avance en février 2024. Puis est venu mon cadeau ultime, la cerise sur le gâteau censée prouver à quel point j'aimais ma fille. Un appartement de 120 mètres carrés dans le quartier huppé de Salamanca, secteur Goya, au 3e étage avec grand balcon, 2 chambres, 2 salles de bain complètes, cuisine moderne entièrement équipée et place de parking incluse. 295 000 € payés, comptant grâce à 30 ans d'épargne professionnelle. Voici le détail crucial qui allait plus tard sauver ma dignité. L'appartement restait légalement enregistré à mon nom. L'acte de transfert au nom de Paula et Marcos était programmé pour le 15 juillet 2024, soit exactement 1 mois après le mariage, afin de leur laisser le temps de rentrer tranquillement de lune de miel avant de signer les documents notariaux définitifs.
C'était une suggestion de mon avocat Bruno Ortega, pour des raisons fiscales liées au droit de mutation. Paula avait donné son accord sans hésiter. « Bien sûr, papa, ce qui est le plus pratique juridiquement », avait-elle dit sans y accorder d'importance particulière. Cette décision administrative en apparence anodine allait devenir mon salut. Le jour du mariage est enfin arrivé, samedi 15 juin 2024. Je me suis réveillé tôt, nerveux comme jamais, avec ce mélange de joie et de mélancolie que seuls les parents comprennent lorsqu'ils voient leurs enfants franchir un pas décisif vers l'âge adulte. J'ai enfilé le costume italien sur mesure, acheté spécialement pour l'occasion. 10 000 € d'élégance discrète. Je suis arrivé au Palacio de Vistahermosa à 17h, 2 heures avant le début prévu de la cérémonie. Le parking était déjà bondé de véhicules luxueux, Mercedes, Audi, BMW, et même 2 Porsche et une Maserati. Le gratin madrilène avait été convoqué pour assister à l'union de Paula et Marcos. J'ai marché vers l'entrée principale, habité par cette immense fierté paternelle qui me faisait marcher plus droit, un sourire sincère que je ne pouvais réprimer. Vêtements de marque, technologie dernier cri, cours particuliers d'anglais et de français, adhésion à des clubs sportifs exclusifs. Tout ce qu'Isabelle réclamait pour Paula. Quand Paula a eu 15 ans en 2011, Isabelle m'a contacté avec une proposition. Un collège privé britannique en périphérie de Madrid. Établissement bilingue avec un corps enseignant international, des installations de premier ordre, des connexions avec les universités européennes les plus prestigieuses. Mensualité, 3 000 €. Frais d'inscription annuels, 12 000 € supplémentaires. Uniformes, fournitures, activités extrascolaires, encore 5 000 € par an. C'est ce qu'il y a de mieux pour son avenir, Javier, a déclaré Isabelle de cette voix manipulatrice que je connaissais si bien. À moins que tu préfères qu'elle reçoive une éducation médiocre. J'ai signé le chèque le lendemain. David, pendant ce temps, fréquentait un excellent établissement public près de chez nous. Il obtenait des notes brillantes, était capitaine de l'équipe de basket, avait des amis fidèles. Il ne m'a jamais demandé de privilèges particuliers ni de traitement de faveur. « Papa, je n'ai pas besoin de luxe, j'ai besoin que tu sois là », me répétait-il souvent. Et j'étais là à chaque match, chaque événement scolaire, chaque moment important de sa vie. Mais avec Paula, c'était différent. Nos échanges se limitaient à un week-end sur 2, conformément à la garde alternée. À chacune de ces visites, je remarquais combien Isabelle avait façonné sa pensée. Paula arrivait avec des remarques subtiles sur la petitesse de notre appartement comparé à celui d'Isabelle, sur le fait que Rodrigo, qui avait fini par emménager avec elle, gagnait plus que moi, sur le fait que les pères de ses amis du collège étaient plus modernes et amusants. J'encaissais ses commentaires blessants en silence et compensais par des cadeaux. Pour ses 16 ans, un iPhone dernier modèle, 800 €. Pour ses 17 ans, un voyage à Paris avec Isabelle et 3 amis, 5 000 € au total. Pour ses 18 ans, la BMW série 3 mentionnée plus haut, 42 000 € puisés dans mon épargne. Chaque cadeau était une tentative désespérée d'acheter l'amour que je sentais glisser entre mes doigts. En 2016, Paula a annoncé vouloir étudier l'architecture d'intérieur à Londres. Université privée reconnue internationalement, master de 2 ans. Coût total avec logement, subsistance et frais de vie, 58 000 €. Isabelle m'a présenté la nouvelle comme un ultimatum. Soit tu soutiens les rêves de ta fille, soit tu confirmes que tu ne t'es jamais soucié d'elle. J'ai liquidé un bien d'investissement que je possédais à Guadalajara. J'en ai tiré 63 000 €. 58 000 sont allés directement à la formation de Paula. Les 5 000 restants, je les ai gardés pour les urgences. Durant ces 2 années à Londres, Paula m'appelait de temps en temps. Des conversations brèves, superficielles. « Salut papa, tout va bien ? Oui, les cours sont super. J'ai besoin de 1 000 € en plus pour un projet spécial. Merci, t'es le meilleur. » Clic, appel terminé. Argent transféré immédiatement. David, en revanche, m'appelait 3 fois par semaine. Des conversations d'1 heure où nous partagions tout. Ses études d'ingénierie à l'Université Polytechnique de Madrid, ses projets, son rêve de créer une start-up d'énergie renouvelable, ses relations, ses craintes. Nous étions père et fils,
mais aussi meilleurs amis. Quand Paula est revenue de Londres en 2018, diplôme en poche avec mention, j'espérais de la reconnaissance, de la gratitude. J'ai reçu un bref câlin et un « Merci papa, ça m'a bien servi », prononcé sans vrai contact visuel. Isabelle organisa une fête de remise de diplôme élégante. J'y fus invité par obligation sociale. Je suis arrivé avec un cadeau, un porte-document professionnel en cuir italien à 100 €, garni de matériel de design haut de gamme. Paola l'a ouvert distraitement au milieu de dizaines d'autres présents, a hoché vaguement la tête et l'a posé dans un coin. Rodrigo, l'amant devenu beau-père, reçut davantage d'attention ce soir-là simplement pour être présent. J'ai quitté cette fête le cœur broyé, mais persuadé qu'avec le temps, Paula mûrirait et comprendrait tout ce que j'avais fait pour elle. Les 6 années suivantes furent du même acabit. Paula travaillait dans des cabinets de design prestigieux, gagnait bien sa vie, habitait un appartement dont le loyer était partiellement pris en charge par Isabelle et Rodrigo. Je restais la banque de secours. Voiture en panne, 3 000 € de réparation. Nouvel ordinateur indispensable, 2 500 €. Vacances entre amis à Ibiza, 4 000 € de prêt jamais remboursés. Et puis elle a rencontré Marcos Navarro Sanchez en octobre 2023. Marcos semblait parfait sur le papier. 31 ans, architecte diplômé, associé junior dans un cabinet réputé de Madrid, famille aisée du nord de l'Espagne. Quand Paula me l'a présenté en décembre 2023 lors d'un dîner formel dans un restaurant italien exclusif, il m'a serré la main avec fermeté et affiché un large sourire aux dents immaculées. « Monsieur Ruiz, c'est un véritable honneur de vous rencontrer. Paula ne tarit pas d'éloges à votre sujet, » a-t-il dit avec ce ton répété que les commerciaux chevronnés perfectionnent au fil des ans. J'aurais dû déceler l'artifice. J'aurais dû remarquer que ses yeux ne souriaient pas en même temps que sa bouche, qu'il avait lâché ma main trop vite, que durant tout le repas, il adressait ses commentaires principalement à David, m'ignorant subtilement tout en vantant le potentiel innovant de mon fils dans les technologies renouvelables. Mais j'étais aveuglé par le bonheur de Paula. Ma fille rayonnait littéralement ce soir-là, radieuse dans cette robe bleu marine qui rehaussait ses yeux clairs, parlant avec animation de projets d'avenir, de carrières entrelacées, de rêves partagés. J'avais attendu si longtemps la voir ainsi sincèrement épanouie que j'aurais accepté n'importe qui capable de provoquer cette lumière en elle. La demande en mariage survint 2 semaines plus tard. Marcos organisa une mise en scène élaborée dans le parc du Retiro, avec des musiciens engagés, des pétales de rose formant un chemin, un photographe professionnel captant chaque angle. Paula m'a appelé en pleurant de joie juste après. « Papa, j'ai dit oui, on va se marier. Je veux que tu fasses partie de tout, de chaque décision, de chaque instant. » Ces mots m'ont rempli d'un espoir naïf et pathétique. Les préparatifs ont officiellement débuté en janvier 2024. Paula, Isabelle, Marcos et moi avons eu notre première réunion de planification chez Isabelle et Rodrigo, une résidence moderne à Las Rosas qu'ils avaient achetée 3 ans plus tôt. La wedding planner, Marta Lozada, une femme efficace d'une 40aine d'années munie de sa tablette et de tableaux interminables, dirigeait la séance. Budget estimé pour 380 invités avec le niveau d'élégance que vous souhaitez, entre 80 000 et 120 000 €, annonça Martha sans ciller, comme s'il s'agissait de courses alimentaires. Isabelle m'a fixé. Tous m'ont fixé. Le silence d'attente a envahi la pièce comme un brouillard épais. « Je m'en charge entièrement », ai-je déclaré d'une voix assurée, sentant un poids invisible sur mes épaules. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Paula, sans limite de budget. Marcos a esquissé un sourire étrange. Des années plus tard, en repensant à cet instant, je reconnais ce sourire. C'était la satisfaction d'un prédateur. Je venais de révéler ma plus grande faiblesse. Durant les 6 mois suivants, j'ai assisté religieusement à chaque réunion de préparation. Dégustation dans des restaurants huppés où nous avons testé 16 options d'entrées différentes. Visite dans des boutiques florales où Paula choisissait entre roses équatoriennes à 50 €, le bouquet et roses hollandaises à 35 €. Séance chez des créateurs de faire-part où le papier italien gravé en relief à l'encre dorée revenait à 8 €
l'unité contre 2 euros pour le modèle espagnol standard. À chaque fois, sans exception, Paula optait pour l'option la plus onéreuse. À chaque fois, j'acquiesçais, signais les devis, virais les acomptes. Mais quelque chose a commencé à changer vers mars. Des remarques anodines en apparence qui s'accumulaient comme des gouttes de poison. Lors d'un essayage pour le costume que je porterai à la cérémonie, Paula a froncé les sourcils en me voyant sortir de la cabine avec un élégant costume gris anthracite que le tailleur recommandait chaudement. Papa, tu ne peux pas porter ça. On dirait un comptable retraité des années 80, lança-t-elle avec un rire nerveux en cherchant la confirmation de Marcos. Marcos a opiné du chef. Don Javier, sans vouloir vous offenser, cette coupe est trop démodée pour un mariage moderne. Il vous faut quelque chose de plus contemporain, plus ajusté, plus actuel. Plus jeune, tu veux dire? Ai-je pensé sans le formuler? J'ai fini par acheter le costume italien sur mesure à 10 000 € que Marcos avait suggéré. Un costume qui, honnêtement, me donnait l'impression de me déguiser en quelqu'un de 30 ans plus jeune. En avril, durant la sélection musicale avec l'orchestre engagé, j'ai proposé d'inclure quelques chansons classiques espagnoles que Paula adorait enfant. Des chansons que nous fredonnions ensemble pendant les trajets en voiture avant le divorce. Papa, je t'en prie, ne rends pas ça gênant avec de la musique ringarde de vieux, m'a coupé Paula sèchement devant les musiciens, la coordinatrice et d'autres prestataires. C'est une célébration élégante, pas une réunion nostalgique assommante. Isabelle, assise de l'autre côté de la table, a ricané discrètement en se couvrant la bouche. Marcos consultait simplement son téléphone, totalement désintéressé. J'ai ravalé l'humiliation en silence et accepté la playlist intégralement composée de musique électronique moderne que Marcos avait préparée. En mai est survenu l'incident du discours. Marta Lozada m'a contacté pour me demander une copie anticipée du discours que je prononcerai en tant que père de la mariée lors de la réception. C'est le protocole habituel pour coordonner le timing et les transitions, a-t-elle expliqué professionnellement. J'ai passé 2 semaines entières à rédiger ce discours. Il relatait de beaux souvenirs de la petite Paula, les leçons apprises en tant que père, mes espérances pour son futur mariage. 4 pages de mon cœur mises à nu en mots soigneusement choisis. J'ai envoyé le brouillon à Paula par courtoisie, pour approbation. Elle m'a rappelé 3 jours plus tard. Papa, Marcos et moi avons lu ton discours. C'est trop émotionnel, trop long, trop personnel. Nos invités sont des gens raffinés qui n'ont pas envie d'écouter des histoires sentimentales à n'en plus finir. Il faut le réduire à 2 minutes maximum, quelque chose de léger et drôle. Mais Paula, ce discours a une signification profonde pour moi. Je voudrais exprimer... Papa, ne rend pas les choses gênantes. C'est décidé, 2 minutes. Pas de larmes ni de drame. S'il te plaît, ne nous fais pas honte. Elle a tranché avant de raccrocher. J'ai réécrit le discours en le transformant en anecdote superficielle de 90 secondes, dénuée de toute substance émotionnelle réelle. Chaque mot effacé était un morceau de mon âme jeté au rebut. Mais le signal le plus alarmant est arrivé 3 semaines avant le mariage, un vendredi 22 mai en soirée. David m'a appelé de Barcelone en visio. Son visage trahissait une inquiétude sincère qui a aussitôt déclenché mes alarmes paternelles. « Papa, il faut que je te dise quelque chose d'important. Paula m'a contacté cet après-midi pour me demander de lui prêter 5 000 € en urgence. » commença David d'une voix tendue. « 5 000 €? Pour quoi faire ?» ai-je demandé, interloqué. « C'est moi qui paie absolument tout ce qui touche au mariage. » Justement, papa, je lui ai demandé à quoi servait cet argent. D'abord, elle a éludé, puis elle a dit quelque chose de vague sur des frais personnels imprévus. Quand j'ai insisté, elle s'est énervée et a dit textuellement « Papa est trop radin et contrôlant avec l'argent. J'ai besoin de ça sans qu'il le sache. » David mimait les guillemets avec ses doigts en citant les paroles de Paula. J'ai eu le souffle coupé, comme un coup au ventre. Radin. Alors que je lui avais littéralement tout donné pendant 16 ans sans jamais rien remettre en question. Je sais, papa, c'est pour ça que je t'appelle. Il se passe quelque chose de bizarre. Paula a un bon salaire. Marcos gagne bien, d'après ce qu'il dit. Tu finances le mariage en entier plus l'appartement à près de 300 000 €. Pourquoi aurait-elle besoin de 5 000 € en cachette? Je pense qu'elle a des dettes dissimulées, ou pire.
Tu lui as prêté l'argent? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Bien sûr que non. Je lui ai dit de s'adresser directement à toi. Elle s'est mise dans une colère noire et a raccroché. Papa, je t'en prie, fais attention. J'ai un mauvais pressentiment. Cette conversation aurait dû me réveiller. J'aurais dû enquêter, questionner, confronter. Mais nous n'étions qu'à 3 semaines du mariage. Tous les acomptes versés, les contrats signés, les invitations envoyées. Et surtout, mon cœur éperdu s'accrochait encore à l'espoir pathétique qu'après la cérémonie, une fois Paula heureuse et installée, notre relation finirait enfin par guérir. J'ai choisi d'ignorer les drapeaux rouges gigantesques qui s'agitaient frénétiquement sous mes yeux. La veille du mariage, jeudi 13 juin, j'ai effectué les derniers versements aux prestataires. 42 000 € restants, répartis entre traiteurs, décoration, photographie et coordination. Paula a envoyé un bref SMS. « Merci papa. Demain sera parfait. » Pas d'appel, pas d'émotion. Juste ce message froid et transactionnel. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Mon cerveau refusait de traiter la réalité qui s'étalait devant mes yeux. Je suis resté figé pendant de longues secondes, interminables, les yeux rivés sur cette pancarte géante portant ma photo et ces mots cruels. J'ai d'abord cru à une erreur, une absurde confusion administrative, peut-être destinée à un invité indésirable portant un nom semblable au mien. Puis j'ai entendu les rires. Des groupes de convives élégamment vêtus arrivaient devant la salle, apercevaient le panneau, s'arrêtaient net, lisaient le texte et éclataient de rire bruyamment. Ils pointaient ma photo du doigt, se donnaient des coups de coude, sortaient leur téléphone pour prendre des clichés. Certains posaient même à côté de la pancarte en faisant des gestes moqueurs. « Regarde ça, quelle idée originale !» s'exclamait une femme en robe fuchsia spectaculaire. Paula et Marcos savent vraiment comment bousculer les cérémonies traditionnelles ennuyeuses, commentait un homme âgé en smoking impeccable tout en photographiant le panneau avec son iPhone. Puis les agents de sécurité sont apparus. 3 hommes corpulents en uniforme professionnel, équipés d'oreillettes et arborant des mines graves, se sont dirigés droit vers moi d'un pas décidé et coordonné. « Excusez-moi, monsieur, nous devons vérifier votre identité », a déclaré le plus grand. Un type d'environ 35 ans à la mâchoire carrée et au regard intimidant. J'ai sorti ma carte d'identité nationale d'une main tremblante. Le garde l'a examinée minutieusement, comparant la photo du document avec mon visage, puis avec celle de la pancarte. Ses collègues m'ont encerclé en demi-cercle, bloquant toute possibilité de fuite. Les invités observèrent le spectacle avec une fascination morbide, spéculant à voix basse, filmant. « Vous êtes Javier Ruiz Campos, c'est bien ça ?» a affirmé le garde, sans intonation interrogative. « Je suis le père de la mariée », ai-je répondu, sentant une humiliation brûlante me remonter dans la gorge comme de l'acide. « C'est moi qui ai payé l'intégralité de ce mariage. Il doit y avoir une terrible erreur. Monsieur, nous avons des instructions spécifiques vous concernant. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. » a ordonné le garde en tendant le bras vers un côté du bâtiment, comme s'il s'apprêtait à m'escorter hors de la propriété. À cet instant critique, quelque chose en moi a pris une décision froide et calculée. Normalement, j'aurais exigé des explications immédiates. Fait un esclandre, cherché Paula désespérément pour éclaircir ce malentendu grotesque. Mais une voix intérieure a murmuré avec une clarté cristalline « Observe, tais-toi, absorbe tout. Ce n'est pas une erreur, c'est une révélation. » Avant que je puisse répondre au vigile, j'ai entendu sa voix. « Papa, tu es enfin là ?» a crié Paula en surgissant de l'intérieur de la salle, courant presque vers nous tandis que sa robe de mariée spectaculaire ondoyait derrière elle comme une voile blanche. Son maquillage était une perfection absolue, sa coiffure élaborée avec des mèches bouclées, disposées stratégiquement, son sourire éclatant et radieux. Elle est arrivée à notre hauteur, a complètement ignoré les agents de sécurité et m'a enlacé avec effusion. « Tu as vu notre surprise ? C'est pas absolument génial ?» a-t-elle demandé avec un enthousiasme débordant, ses yeux bleus pétillants d'une excitation sincère. « Surprise ?» ai-je répété d'une voix qui sonnait creuse, même à mes propres oreilles. Le panneau, c'est une idée brillante de Marcos. On voulait créer un moment viral, quelque chose d'unique que personne n'a jamais fait dans un mariage espagnol.
Cassé avec les cérémonies traditionnelles ennuyeuses et figées où tout le monde entre solennellement sans aucun amusement. Ça génère de la conversation, de l'engagement sur les réseaux, du contenu mémorable pour les invités. C'est innovant, non? A expliqué Paula en débitant à toute allure avec ce ton qu'elle adoptait pour présenter des projets de design à des clients importants. Marcos est apparu quelques secondes après, tout aussi élégant dans son smoking noir impeccablement coupé, les cheveux plaqués en arrière avec du gel, un sourire digne d'une publicité pour dentifrice. Don Javier, j'espère que vous ne vous êtes pas vexé. C'est de l'humour moderne, du sarcasme contemporain. Les millennials et la génération Z apprécient ce type de divertissement disruptif. Ça rend la cérémonie instagrammable, ça génère du buzz organique. Plusieurs invités partagent déjà des photos avec les hashtags personnalisés qu'on a créés, a dit Marcos en me montrant son téléphone, où effectivement des dizaines de personnes partageaient des images du panneau avec des commentaires enthousiastes. Les agents de sécurité, apparemment satisfaits de cette explication, se sont discrètement retirés. Les invités continuaient d'affluer, participant joyeusement à la blague, posant près de la pancarte, taguant Paula et Marcos, accumulant likes et commentaires. Et c'est alors que je l'ai aperçue. Isabelle, mon ex-femme, observant toute la scène depuis l'entrée latérale de la salle. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde. Dans ses yeux, j'ai décelé quelque chose qui m'a glacé le sang. Une satisfaction malveillante, pure. Pas de la surprise, pas de la gêne. Uniquement la froide satisfaction de voir un plan exécuté avec succès. En cet instant fugace, j'ai compris une vérité dévastatrice. Ceci n'était pas une idée spontanée de Marcos. Cela avait été orchestré délibérément, planifié méticuleusement, conçu spécifiquement pour m'humilier publiquement de la manière la plus efficace possible. Et Paula, ma fille, y avait participé en toute connaissance de cause. Quelque chose s'est brisé au fond de ma poitrine à ce moment-là. Ce n'était pas un cœur se fracassant dramatiquement, comme dans les romans sentimentaux. C'était quelque chose de plus froid, de plus définitif. La coupure nette d'un câble qui avait soutenu 16 années d'espoir pathétique. C'est très créatif, ai-je fini par dire d'une voix neutre, mécanique. Je le savais! Je savais que tu comprendrais, s'est exclamé Paula en me serrant à nouveau dans ses bras. Certains pères rétrogrades se seraient offusqués, mais toi, tu es moderne et ouvert d'esprit. Je t'aime, papa. Ces 3 derniers mots ont résonné comme des coquilles vides, des rituels dénués de sens, des paroles prononcées parce que le script social l'exigeait. J'ai alors décidé de faire quelque chose de totalement inattendu. Ne pas fuir, ne pas confronter, ne pas réagir émotionnellement. J'ai décidé de rester et d'observer absolument tout avec une attention de médecin légiste. Devenir le témoin silencieux de ma propre humiliation, absorber chaque détail, graver chaque interaction dans ma mémoire avec une netteté photographique. Allez papa, entrons. La cérémonie commence dans 30 minutes, a dit Paula en me prenant le bras et en me guidant vers l'intérieur du Palacio de Vista Hermosa. J'ai marché à ses côtés, sentant les regards de 380 invités me suivre, entendant des chuchotements à peine dissimulés, voyant des sourires moqueurs mal cachés derrière des mains élégantes. On m'a conduit à mon siège au premier rang, côté gauche, traditionnellement réservé au père de la mariée. Durant toute la cérémonie, je suis resté immobile comme une statue de marbre, l'expression parfaitement neutre et maîtrisée. J'ai observé Paula et Isabelle échanger des regards complices pendant les vœux matrimoniaux. J'ai remarqué Marcos adresser un clin d'œil furtif à un groupe d'amis quand l'officiant évoquait le devoir de honorer et respecter les familles qui nous ont élevés. J'ai enregistré mentalement chaque ricanement étouffé provenant de différentes sections de la salle lorsque des invités se remémoraient le panneau de l'entrée. Rodrigo, l'amant devenu beau-père, était assis à côté d'Isabelle et lui soufflait des remarques à l'oreille qui déclenchaient de ses gloussements discrets. À un moment donné, Isabelle s'est légèrement tournée vers moi et nos regards se sont de nouveau croisés. Cette fois, elle a souri ouvertement, triomphante. L'officiant a proclamé Paula et Marcos légalement unis par les liens du mariage. Les invités ont applaudi chaleureusement. Moi aussi j'ai applaudi, mécaniquement, avec une précision robotique. Vint la réception. Le banquet fut exactement aussi somptueux que les 102 000 € le promettaient. Homard, saumon fumé, viande premium, vin de réserve,
champagne français coulant sans limite. Les conversations allaient bon train autour de tables luxueusement décorées. Je me suis assis à la table d'honneur aux côtés de David, qui avait fait le déplacement depuis Barcelone spécialement pour le mariage. Mon fils me regardait avec une inquiétude manifeste. « Papa, j'ai vu le panneau en arrivant. C'est inacceptable », a chuchoté David, la colère contenue. « Non », ai-je répondu calmement. « Je reste jusqu'à la fin. J'ai besoin de tout voir en entier. » David m'a dévisagé avec perplexité, mais a respecté ma décision. Le banquet se déroulait en apparence normalement. Des plats exquis servis avec une précision militaire par des serveurs irréprochables, des conversations animées circulant entre les tables, des toasts spontanés célébrant le nouveau couple, une musique d'ambiance élégante créant une atmosphère sophistiquée, le tout parfaitement orchestré, exactement comme les 102 000 € le garantissaient. Mais j'étais en train de vivre quelque chose d'étrange et de totalement inattendu, une lucidité mentale absolue. Tandis que tout le monde buvait du champagne et riait aux éclats, mon cerveau fonctionnait avec la précision d'une machine analytique, traitant les informations, reliant les schémas, construisant une compréhension globale de la situation. Je repassais mentalement chaque signal ignoré au cours des 6 derniers mois. Les remarques méprisantes déguisées en plaisanteries, les exigences présentées comme des préférences raisonnables, la distance émotionnelle justifiée par le stress de l'organisation. Tout s'emboîtait désormais pour former une image nette et dévastatrice. Paula n'était pas nerveuse à cause du mariage. Elle exécutait un plan. Pendant le 2e plat, un Solomillo Wellington préparé magistralement à 80 € la portion, j'ai quitté la table principale en prétextant avoir besoin d'air frais. David a acquiescé avec compréhension. Personne d'autre n'a remarqué mon absence. Ils étaient trop absorbés par leur propre célébration narcissique. Je suis sorti dans les jardins extérieurs du Palacio de Vista Hermosa. La nuit de juin était douce, avec une brise légère qui faisait à peine frémir les branches des arbres d'ornement. Des guirlandes lumineuses suspendues entre les plantes créaient une ambiance magique qui contrastait cruellement avec la tempête qui grondait dans ma poitrine. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de David. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Papa, ça va ? Je t'ai vu sortir. Tu avais l'air très tendu, » a dit David aussitôt, l'inquiétude sincère dans la voix. « David, j'ai besoin que tu me racontes tout, absolument tout, à propos de cet appel de Paula te demandant de l'argent. Nommez aucun détail, » ai-je ordonné d'une voix étrangement posée, même pour moi. Il y a eu une courte pause. J'ai entendu David se déplacer, cherchant probablement un endroit à l'abri du bruit de la salle. « D'accord. Paula m'a appelé jeudi dernier, le 22 mai exactement, vers 18 h. Elle paraissait agitée, parlait vite et a dit textuellement « David, j'ai besoin que tu me prêtes 5 000 € de toute urgence, et papa ne doit surtout pas la prendre. » Je lui ai demandé pourquoi elle avait besoin de cette somme et pourquoi le secret. Elle a éludé en parlant de frais personnels imprévus liés au mariage, a relaté David avec une précision méticuleuse. « Et quoi d'autre ?» ai-je insisté. Quand j'ai continué à presser en lui expliquant que 5 000 € n'était pas une somme anodine et qu'il me fallait une meilleure justification, elle s'est emportée. Elle a dit « Papa contrôle absolument tout l'argent. Il me donne l'impression d'être une gamine dépendante, sans aucune autonomie financière. Il est radin et manipulateur. Il ne donne de l'argent que pour garder le pouvoir sur moi. » Ces mots exacts, papa, je m'en souviens parfaitement parce qu'ils m'ont profondément choqué. Radin, manipulateur. Ces mots venant de la fille à qui j'avais littéralement donné des centaines de milliers d'euros sans jamais rien remettre en question. J'ai senti quelque chose de froid et de dur se cristalliser en moi. Autre chose, David ? Le moindre détail supplémentaire ? Ai-je insisté. Oui. Je lui ai demandé pourquoi elle ne s'adressait pas directement à toi si elle avait vraiment besoin d'argent en urgence. Elle a ri amèrement et a répondu « Parce qu'il va m'interroger comme un procureur, il va me juger, il va utiliser ça comme prétexte pour me contrôler davantage. » Puis elle a ajouté quelque chose que j'ai trouvé très étrange. En plus, Marcos dit que demander sans cesse de l'argent à papa lui donne un sentiment de supériorité et nous maintient en position de débiteurs éternels.
Cette phrase précise m'a fait soupçonner que Marcos la manipulait activement contre toi, a poursuivi David. Marcos, évidemment. L'architecte charmeur au sourire parfait et aux ambitions financières évidentes. Il avait perçu le patrimoine que je représentais et avait décidé que m'humilier publiquement était une stratégie acceptable pour asseoir sa domination, pour démontrer à Paula que sa loyauté devait aller vers lui, pas vers moi. « Tu lui as prêté l'argent » ai-je redemandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Absolument pas. Je lui ai dit que tout sujet financier familial devait se discuter ouvertement et que je ne participerais pas à des secrets qui t'excluaient. Elle s'est mise dans une rage folle, m'a traité de traître et a raccroché. On ne s'est plus parlé depuis, a répondu David d'une voix ferme. Tu as parfaitement bien fait, fils. Écoute, il y a autre chose que je dois te raconter. Quelque chose qui s'est passé aujourd'hui en arrivant à la salle. J'ai entrepris de lui décrire en détail la pancarte humiliante, la réaction de Paula le présentant comme une blague virale innovante, la complicité évidente avec Marcos et Isabelle. Le silence à l'autre bout du fil a duré plusieurs lourdes secondes. « Papa, c'est absolument inadmissible. Ce n'est pas une blague, c'est une humiliation publique calculée. Et si Isabelle y est mêlée, ça signifie qu'ils ont planifié ça spécifiquement pour te blesser. Probablement comme une vengeance tordue liée au divorce, ou simplement par cruauté pure, a déclaré David, la fureur contenue vibrant à travers le téléphone. Je sais, je comprends parfaitement maintenant. Et il y a encore autre chose que tu dois savoir. Paula a des dettes cachées. Voilà pourquoi elle avait besoin de ces 5 000 € en secret. Elle a probablement 15 ou 20 000 € de dettes de carte de crédit, de prêts personnels, allez savoir quoi d'autre. Marcos aussi doit avoir des soucis financiers. C'est pour ça qu'ils ont accepté tout ce que j'offrais sans jamais broncher. C'est pour ça que l'appartement à 295 000 € était si important pour eux. C'était leur bouée de sauvetage. Ai-je analysé à voix haute, tandis que les dernières pièces du puzzle s'assemblaient parfaitement. « Qu'est-ce que tu vas faire, papa » a demandé David d'un ton mêlant inquiétude et quelque chose d'autre. De l'attente. J'ai inspiré profondément l'air nocturne de juin. À cet instant décisif, sous ces guirlandes lumineuses faussement romantiques, tandis que 380 invités festoyaient joyeusement à l'intérieur en dépensant mon argent, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je vais protéger ma dignité, David, et je vais leur donner une leçon dont ils se souviendront toute leur vie. L'appartement est encore légalement à mon nom. L'acte de transfert n'est prévu que le 15 juillet. J'ai quasiment 1 mois de marge légale pour agir, et je vais utiliser chaque seconde de ce temps de manière stratégique, ai-je déclaré d'une voix étrangement sereine. Tu as besoin d'aide ? Tu veux que je rentre à Madrid dès la fin du mariage ? A proposé David sans hésiter. Pas pour l'instant. Je dois agir vite et en silence. Mais il viendra un moment où ton soutien sera essentiel. Je te tiendrai au courant de chaque étape. Pour l'instant, retourne dans la salle. Comporte-toi de façon tout à fait normale. Ne laisse transparaître aucun signe que quelque chose a changé. Je ferai exactement pareil. Ai-je prescrit ? Compris. Papa, encore une chose. Je suis fier de toi. Tu vas enfin te défendre. Je t'aime, fils. Tu es le seul à m'avoir véritablement estimé toutes ces années. Ai-je répondu, la gorge nouée. Je t'aime aussi, papa. Va finir ce mariage la tête haute, a dit David avant de raccrocher. J'ai rangé le téléphone lentement. Je suis resté debout dans ces jardins pendant 5 minutes supplémentaires, organisant mentalement la suite des opérations. Premier appel. Bruno Ortega, mon avocat, demain dimanche à la 1e heure. Deuxième action. Contacter le meilleur agent immobilier de Madrid pour une vente express. Troisième priorité, tout documenter sans exception. Je suis retourné dans la salle avec une expression parfaitement neutre. Personne n'avait remarqué mon absence prolongée. Je me suis rassis à côté de David, qui m'a brièvement regardé et hoché la tête de manière quasi imperceptible. Paula dansait avec Marcos sur la piste, riant gaiement, totalement inconsciente du tsunami qui s'apprêtait à dévaster le monde qu'elle avait soigneusement bâti sur mon humiliation. J'ai esquissé un léger sourire. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était la froide reconnaissance d'une guerre déclarée. Le mariage s'est terminé passé minuit. Les derniers invités prenaient congé en embrassant chaleureusement Paula et Marcos,
les félicitant pour la cérémonie la plus originale et divertissante qu'ils aient jamais vue. Plusieurs mentionnaient spécifiquement le panneau d'entrée comme un moment viral de génie qui devrait devenir tendance dans les mariages espagnols. Je me suis approché de Paula pour lui dire au revoir. Elle était radieuse, maquillage miraculeusement intact après 6 heures intenses, débordante d'énergie d'une personne qui vient de vivre le jour de ses rêves. Papa, merci pour tout. C'était absolument parfait, a-t-elle dit en me serrant brièvement, machinalement, le regard déjà porté par-dessus mon épaule vers d'autres invités qui attendaient de prendre congé. Profite bien de la lune de miel, ai-je répondu d'une voix neutre. Compte sur nous. On part demain à l'aube pour l'aéroport, 2 semaines au paradis, a-t-elle lancé en pivotant vers Marcos qui l'attendait avec un sourire triomphant. Je n'ai rien ajouté. J'ai simplement hoché la tête et me suis dirigé vers la sortie. David m'a accompagné jusqu'à ma voiture sur le parking presque désert. « Tu es sûr d'être en état de conduire, papa » a-t-il demandé, inquiet. Parfaitement sobre. Je n'ai absolument rien bu de la soirée. J'avais besoin de garder l'esprit clair, ai-je répondu en déverrouillant ma Mercedes. « Je t'appelle demain à la première heure. Prends soin de toi, a dit David en me serrant fortement dans ses bras. J'ai roulé jusqu'à mon appartement dans un silence total. Pas de radio, pas de musique, seulement le bruit du moteur et mes pensées qui s'organisaient méthodiquement. Je suis arrivé passé 2 heures du matin. Je n'ai même pas tenté de dormir. Je savais que c'était impossible. À la place, j'ai allumé mon ordinateur portable et entrepris de rassembler toute la documentation. Acte de propriété de l'appartement, justificatif de paiement lié au mariage, relevé bancaire montrant les virements à Paula sur 16 ans, acte notarié. Tout, absolument tout, accessible et classé numériquement. À 3h15 du matin, j'ai composé le numéro de Bruno Ortega, mon avocat et ami depuis plus de 30 ans, l'homme qui m'avait représenté lors du divorce, qui avait structuré mes entreprises, qui connaissait chaque détail de ma situation patrimoniale. Le téléphone a sonné 6 fois avant qu'il ne décroche d'une voix pâteuse de sommeil. « Javier, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Il est 3h du matin » a grogné Bruno, visiblement désorienté. « Bruno, excuse-moi pour l'heure. J'ai besoin d'un rendez-vous urgent. Première heure possible lundi. Question de vie ou de mort professionnelle. » ai-je dit avec une fermeté qui l'a manifestement réveillé d'un coup. « Tu vas bien? Il s'est passé quelque chose de grave ?» a-t-il demandé, aussitôt en alerte. Des années d'instinct juridique activés. Physiquement, je vais parfaitement bien. Mais j'ai besoin de ton conseil juridique urgent sur une affaire extrêmement délicate qui ne peut pas attendre. Lundi, 6h du matin, à ton cabinet. C'est possible? Il y a eu une courte pause. J'ai entendu Bruno bouger, consultant probablement son agenda mental. Entendu. Lundi, 6h pile. J'y serai. Tu peux m'en dire un peu plus? Pas par téléphone. J'ai besoin d'en discuter en personne avec un dossier complet. Je te dis juste ceci. Ça concerne l'appartement que j'ai acheté pour Paula, l'acte de transfert prévu le 15 juillet, et des décisions juridiques qui modifieront les dynamiques familiales de façon permanente. Ai-je expliqué avec précaution? Compris. Je préparerai les dossiers pertinents. Javier, quoi qu'il en soit, on trouvera la meilleure solution juridique. Essaie de te reposer un minimum, a dit Bruno avant de raccrocher. Je ne me suis pas reposé. J'ai passé les 2 heures suivantes à éplucher chaque ligne de l'acte de propriété de l'appartement, à vérifier les clauses, à confirmer que le bien était inscrit sans équivoque à mon nom, avec un transfert programmé mais non exécuté. Tout était exactement conforme à mes souvenirs, légal, clair, révocable. Le dimanche s'est écoulé avec une lenteur atroce. Je n'ai quasiment rien mangé. J'ai répondu aux messages de proches et connaissances me félicitant pour le mariage spectaculaire, par de brèves réponses courtoises. Paula a envoyé un message depuis l'aéroport. « On décolle vers le paradis? Merci encore, papa. » Je n'ai même pas répondu. David a appelé 3 fois dans la journée. Je l'ai tenu informé du rendez-vous fixé avec Bruno. Il m'a exhorté à me reposer, à manger quelque chose, à prendre soin de moi. J'ai promis de le faire, bien que nous sachions tous deux que c'était un mensonge. Cette nuit-là non plus, je n'ai pas dormi. Mon cerveau rejouait la scène du panneau en boucle, l'analysant sous des angles différents,
détectant des détails supplémentaires à chaque révision mentale. Le sourire satisfait d'Isabelle, le clin d'œil complice de Marcos, le rire franc de Paula expliquant la blague virale. Chaque fragment alimentait le feu froid qui brûlait en moi. Le lundi 17 juin 2024 s'est levé sous un ciel dégagé et une température agréable. Un jour parfait qui contrastait grotesquement avec la tempête que j'étais sur le point de déchaîner. Je suis arrivé au cabinet de Bruno Ortega à 5h55 exactement. L'immeuble était quasi désert. Seul le personnel d'entretien et quelques avocats lèvent tôt préparant des journées chargées. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 12e étage, où Bruno avait son prestigieux bureau avec vue panoramique sur Madrid. Il m'attendait en personne à la réception, chose inhabituelle qui témoignait du sérieux qu'il avait accordé à mon appel nocturne. Bruno avait 55 ans, les cheveux argentés parfaitement coupés, un costume impeccable même à cette heure matinale, l'expression sérieuse mais chaleureuse de celui qui connaît tes secrets les plus profonds. « Javier, entre. J'ai du café prêt et toute mon attention pour les 2 prochaines heures. J'ai annulé mes 2 premières réunions, » a-t-il dit en me serrant fermement la main avant de me guider vers son bureau privé. Nous nous sommes installés dans son espace de réunion confidentiel. J'ai sorti mon porte-document avec la documentation organisée. Bruno a servi 2 cafés bien corsés et s'est calé dans son siège, attendant que je commence. « Bruno, ce que je vais te raconter va te sembler extrême, mais j'ai besoin que tu comprennes que j'ai réfléchi avec une lucidité absolue et que ma décision est ferme et définitive. Je ne cherche pas à être dissuadé. Je cherche les outils juridiques pour exécuter cela de manière irréprochable, ai-je annoncé d'emblée en posant le cadre. « Je t'écoute », a simplement répondu Bruno, adoptant sa posture professionnelle d'avocat aguerri. Je lui ai tout raconté. Le panneau humiliant, les rires de 380 invités, la complicité d'Isabelle, l'appel de Paula à David réclamant de l'argent en secret, les dettes cachées évidentes, les années de manipulation systématique. J'ai parlé pendant 45 minutes sans interruption, tandis que Bruno prenait des notes méticuleuses, son expression devenant progressivement plus grave. Quand j'ai eu terminé, Bruno a expiré longuement, posé son stylo sur la table et m'a regardé droit dans les yeux. « Javier, ce que tu décris est de la maltraitance émotionnelle systématique déguisée en relation filiale. D'un point de vue juridique, tu as des bases solides pour agir. L'appartement est à ton nom. L'acte de transfert n'a pas été exécuté. Tu as le droit absolu de révoquer cette promesse et de disposer de ton bien comme tu l'entends, » a-t-il déclaré d'une voix professionnelle, teintée d'une empathie sous-jacente. « De combien de temps est-ce que je dispose pour vendre l'appartement avant la date prévue de transfert ?» ai-je demandé sans détour. « Techniquement, tu pourrais le vendre aujourd'hui, même si tu trouves un acheteur prêt à signer. La date du 15 juillet est celle à laquelle tu avais promis de le transférer. Mais juridiquement, il n'existe aucune obligation contraignante tant que l'acte notarié n'est pas signé. Paula et Marcos n'ont aucun droit légal sur ce bien avant ce moment-là, a expliqué Bruno. Je veux le vendre dans la semaine. Prix légèrement réduit pour une transaction rapide avec un acheteur sérieux, capable de payer comptant ou par virement immédiat. Et je veux que le produit de la vente soit versé à des associations caritatives que je choisirai. Je veux une documentation inattaquable de toutes ces opérations, ai-je déclaré. Bruno m'a observé pendant plusieurs secondes. Je comprends ta motivation, mais, Javier, cela provoquera une rupture familiale irréversible et définitive. Paula ne te pardonnera jamais. Isabelle s'en servira comme munition pour l'éternité. Tu en es absolument certain ? A-t-il averti, sur un ton mêlant préoccupation professionnelle et amitié sincère. Je me suis levé, j'ai marché vers les baies vitrées panoramiques. J'ai contemplé Madrid qui s'éveillait sous la lumière dorée de l'aube. Ma dignité n'est pas négociable, Bruno. Pendant 16 ans, j'ai tout sacrifié pour tenter d'acheter un amour que je n'ai jamais véritablement reçu. On a fait de moi un spectacle d'humiliation publique devant des centaines de personnes après que je leur ai littéralement tout donné. La rupture a déjà eu lieu. Je ne fais que reconnaître cette réalité et agir en conséquence, ai-je répondu sans me retourner. Alors, commençons immédiatement. Je contacterai le meilleur agent immobilier de Madrid dès l'ouverture des bureaux, a dit Bruno en se levant à son tour.
La guerre venait officiellement de commencer. À 9 heures du matin, ce lundi 17 juin, Bruno Ortega a passé le premier appel stratégique. Il a contacté Tomás Iglesias, l'agent immobilier le plus performant de Madrid, spécialisé dans les transactions rapides de biens haut de gamme en zones exclusives. Tomás avait une réputation irréprochable sur le marché. Il concluait des opérations que d'autres jugeaient impossibles, faisait preuve d'une discrétion absolue et disposait d'un vaste portefeuille d'acheteurs internationaux avec des liquidités immédiates. Tomás, j'ai un client avec un bien à Salamanca, secteur Goya, 120 mètres carrés, 3e étage, impeccable. Il a besoin d'une vente express en 72 heures maximum. Intéressé ? A proposé Bruno directement, sans préambules inutiles. La réponse fut immédiate. Bruno, tu sais que c'est exactement ce type d'opération dans lequel je me spécialise. Envoie-moi les détails complets et je serai dans ton bureau dans 40 minutes. À 10h15, Tomás Iglesias franchissait la porte du cabinet de Bruno. Un homme de 43 ans, costume gris impeccable, attaché-case en cuir noir, tablette dernier cri, une énergie communicative de quelqu'un qui aime sincèrement son métier. Nous nous sommes serrés la main avec fermeté. Monsieur Ruiz, Bruno m'a brièvement mis au courant. Je comprends que vous avez besoin de liquider rapidement un bien estimé à environ 295 000 euros. Quelle est votre attente réaliste en termes de délai ? A demandé Tomás en s'asseyant et en ouvrant sa tablette pour prendre des notes. Je dois vendre avant le 3 juillet, idéalement cette semaine même. Je suis disposé à ajuster le prix raisonnablement pour garantir une transaction rapide avec un acquéreur sérieux capable de payer comptant ou par virement immédiat. Ai-je expliqué sans embâge. Tomás a acquiescé, tandis que ses doigts volaient sur l'écran tactile. Parfait. Avec un bien à Salamanca, secteur Goya, bien entretenu et à la documentation irréprochable, nous pouvons attirer des acquéreurs rapidement. Si vous acceptez de baisser le prix à 285 000 euros, j'ai 3 contacts susceptibles de se manifester immédiatement. Ce sont des investisseurs portugais et français en quête de propriétés madrilènes, précisément dans cette gamme de prix. La décote de 10 000 euros fonctionne comme un puissant levier psychologique pour accélérer la décision, a proposé Tomás, avec une assurance professionnelle. J'accepte. 285 000 euros. Lancez les contacts immédiatement. Ai-je autorisé sans hésiter. Excellent. J'aurai besoin d'accéder au bien aujourd'hui même pour les photos professionnelles, les mesures exactes et l'évaluation de l'état. Pouvez-vous me fournir les clés ? Je lui ai remis le trousseau que je conservais depuis l'achat. Paula et Marcos avaient leur propre copie. Mais ils se trouvaient littéralement à l'autre bout du monde, coupés de tout dans leur bulle paradisiaque des Maldives, totalement inconscients de la machine juridique qui se mettait implacablement en marche. Une question délicate, monsieur Ruiz, mais je dois la poser par protocole. Y a-t-il une quelconque complication juridique potentielle avec cette vente ? Des copropriétaires devant cosigner, des hypothèques en cours, des litiges en rapport ? A interrogé Tomás d'un ton professionnel mais prudent. Zéro complication. Le bien est enregistré exclusivement à mon nom, sans charge ni hypothèque. Payé intégralement comptant. Documentation parfaitement en règle. Bruno a tous les papiers nécessaires à la vérification. Ai-je assuré avec fermeté. Bruno a confirmé « J'ai tout vérifié de fond en comble ce matin. Acte impeccable, aucune charge juridique. Javier peut vendre librement sans autorisation de tiers. » Tomás a souri avec satisfaction. Dans ce cas, nous avons une transaction parfaitement réalisable. Je m'y attelle immédiatement. Attendez de mes nouvelles avant 18 heures. Il a quitté le bureau avec l'énergie caractéristique de quelqu'un qui vient de recevoir un défi enthousiasmant. Bruno et moi sommes restés seuls à nouveau. Il m'a resservi du café, bien que j'en eusse déjà bu 4 tasses et que mon système nerveux vibra sous l'effet combiné de la caféine et de l'adrénaline. Javier, pendant que Tomás s'occupe de la vente, nous devons préparer l'étape suivante. Tu as parlé de donner le produit de la vente. As-tu identifié des organismes précis ? A demandé Bruno en reprenant son bloc-notes juridique. 3 organismes. Premièrement, l'orphelinat municipal San Joaquín, où j'ai grandi après avoir perdu mes parents. Deuxièmement, l'hôpital oncologique La Paz, où ma mère a reçu ses soins en phase terminale. Troisièmement,
La Fondation provinciale d'aide aux personnes âgées abandonnées. Répartir 200 000 € à parts égales entre les trois. Pour les 85 000 restants, j'ai d'autres projets, ai-je expliqué. Quel projet? S'étanquille Bruno avec une curiosité manifeste. David développe une start-up d'énergie solaire renouvelable à Barcelone. Une technologie innovante au potentiel commercial considérable, mais il a besoin d'un capital initial pour produire des prototypes. Je veux investir ces 85 000 € en tant qu'associé fondateur. Ce sera un investissement commercial légitime, pas un cadeau. David et moi construirons quelque chose ensemble. Quelque chose fondé sur le respect mutuel authentique. Pas sur la manipulation émotionnelle, ai-je déclaré, ressentant la première étincelle d'émotion positive depuis des jours. Bruno a souri avec une approbation sincère. C'est brillant, Javier. Tu transformes une situation douloureuse en opportunité constructive. David est un bon garçon, travailleur, honnête. Un investissement solide, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Nous avons passé les heures suivantes à préparer la documentation pour les dons. Bruno a contacté les directeurs des 3 institutions pour confirmer qu'ils accepteraient des dons importants. Tous ont répondu avec une gratitude effusive et des questions administratives sur les procédures de virement. À 17h42, exactement comme promis, Thomas a appelé. Bruno, excellente nouvelle. J'ai contacté un homme d'affaires portugais, Eduardo Silva, 58 ans, propriétaire d'une chaîne de restaurants à Lisbonne, qui cherche à diversifier ses investissements dans l'immobilier espagnol. Je lui ai envoyé photos, plans, localisation exacte. Il est extrêmement intéressé. Il propose de payer les 285 000 € intégralement par virement bancaire international. Il peut exécuter le transfert sous 48 heures maximum une fois le contrat préliminaire signé. A rapporté Thomas avec une excitation professionnelle contenue. 48 heures confirmées? Ai-je vérifié, voulant m'en assurer absolument. Confirmé. Eduardo dispose d'une liquidité immédiate. Il a déjà vérifié avec sa banque portugaise. Il peut transférer les fonds jeudi 19 au matin si nous signons les documents préliminaires demain mardi. Il souhaite une visite rapide du bien. Demain à 10 heures. Disponible? Tout à fait disponible. Organisez le tout? Ai-je autorisé, ressentant la froide satisfaction d'un plan s'exécutant à la perfection. Parfait. Demain mardi, 10 heures, à l'appartement. Eduardo viendra avec son conseiller juridique. Vous devriez amener Bruno. Nous signerons le contrat préliminaire immédiatement. Si Eduardo confirme sa satisfaction vis-à-vis du bien, et je suis certain qu'il la confirmera car c'est exactement ce qu'il recherche, tout sera bouclé. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois en 3 jours. Un sommeil profond, sans cauchemar, sans angoisse. Mon subconscient savait que j'avais repris le contrôle de ma vie. Le mardi 18 juin à 10 heures pile, nous nous sommes retrouvés à l'appartement de Salamanca. Eduardo Silva s'est avéré être exactement tel que Thomas l'avait décrit. Un homme d'affaires portugais, élégant, pragmatique, direct. Il a parcouru chaque pièce méticuleusement avec son conseiller juridique, inspectant les installations, testant la robinetterie, examinant les finitions, prenant des mesures complémentaires. Après 45 minutes d'inspection minutieuse, Eduardo m'a tendu la main. « Monsieur Ruiz, j'accepte votre offre. 285 000 €. Mon avocat va rédiger le contrat sur le champ. Je peux transférer l'intégralité des fonds jeudi matin. D'accord ?» a-t-il dit avec un accent portugais marqué, mais un espagnol parfaitement compréhensible. « Oh, entièrement d'accord » ai-je répondu en lui serrant fermement la main. Les avocats ont travaillé pendant 2 heures à la rédaction du contrat préliminaire de vente avec toutes les clauses juridiques nécessaires. Nous avons signé à 13 heures le mardi 18 juin. Eduardo a remis un chèque certifié de 50 000 € en guise d'arrêt, montant qui serait déduit du paiement final. Le virement bancaire du solde de 235 000 € arrivera sur votre compte jeudi 24 juin avant midi. L'acte notarié définitif, nous le signerons vendredi 25. Confirmé? A vérifié Eduardo. Entièrement confirmé, ai-je acquiescé. Paula et Marcos étaient toujours aux Maldives, publiant des photos de plages paradisiaques, de dîners romantiques et de couchers de soleil spectaculaires sur leurs réseaux sociaux.
totalement inconscients du fait que leur avenir venait d'être vendu à un homme d'affaires portugais pour 285 000 euros. Le jeudi 24 juin, à 11h37, j'ai reçu une notification bancaire sur mon téléphone. Virement reçu, 235 000 euros. Provenance, Eduardo Silva, Banco Millennium, Lisbonne. J'ai contemplé l'écran un long moment. 285 000 euros au total, désormais sur mon compte. L'appartement que j'avais acheté comme preuve d'amour paternel, converti en instrument de justice et de libération. J'ai immédiatement appelé Bruno. Procède au don aujourd'hui même. Compris. J'initie les virements dans l'heure, a-t-il confirmé. La mécanique des conséquences irréversibles était pleinement en marche. Et Paula n'en savait encore absolument rien. Bruno a œuvré avec une efficacité militaire dans l'après-midi même du jeudi 24 juin. Depuis son cabinet, il a coordonné les virements bancaires simultanément, tandis que j'observais chaque opération avec une satisfaction que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Ce que je ressentais n'était pas de la vengeance, c'était quelque chose de plus profond et de plus pur, la reconquête de ma dignité personnelle. Premier virement, 66 666 euros et 67 centimes à l'orphelinat municipal San Joaquin, a annoncé Bruno, tandis que ses doigts tapèrent les codes bancaires sur son ordinateur. J'ai regardé l'écran afficher la confirmation de virement réussi. Cet orphelinat avait été mon foyer pendant 2 ans, après l'accident qui avait tué mes parents quand j'avais 17 ans. J'y avais appris le vrai sens de la survie, de la construction d'un avenir à partir de rien. Les religieuses qui administrèrent cette institution m'avaient inculqué des valeurs que Paula n'avait manifestement jamais intégrées, malgré tous les avantages que je lui avais procurés. Deuxième virement, 66 666,67 euros à l'hôpital oncologique La Paz, a poursuivi Bruno en exécutant l'opération suivante. Ma mère, Dolores Campos, était décédée dans cet hôpital après un combat féroce contre le cancer du pancréas en 1978. Je n'avais alors que 16 ans. Les médecins et infirmières lui avaient offert de la dignité durant ces derniers mois, quand la douleur était insoutenable. Faire un don à cette institution, c'était honorer sa mémoire de manière tangible, significative, infiniment plus précieuse que l'appartement gaspillé pour une fille qui avait fait de moi un objet de risée publique. Troisième virement, 66 666 euros et 66 centimes à la Fondation provinciale d'aide aux personnes âgées abandonnées, a conclu Bruno, finalisant le trio de donations. 200 000 euros distribués en moins de 20 minutes. Une somme que Paula et Marcos ne verraient jamais, ne toucheraient jamais, ne savoureraient jamais. De l'argent transformé en espoir pour des enfants orphelins, en traitements médicaux pour des patients atteints de cancer, en soins pour des personnes âgées, délaissées par des familles ingrates. L'ironie était savoureuse. Paula, qui m'avait traité comme un embarras honteux, avait indirectement financé ces dons massifs par sa propre cruauté. « Tu veux les reçus officiels des institutions ?» a demandé Bruno en imprimant les justificatifs bancaires. « Absolument. Documentation complète, détaillée, inattaquable. Quand Paula tentera de contester ses dons en justice, je veux des preuves accablantes que chaque euro a été transféré de manière parfaitement légale à des organismes caritatifs officiellement reconnus. » ai-je répondu avec une froideur calculée. Bruno a acquiescé avec compréhension. Il connaissait ma stratégie. Ne laisser absolument aucune faille pour des attaques juridiques ultérieures. Tout exécuter impeccablement dans les cadres légaux les plus stricts. Les 85 000 euros restants sont toujours sur ton compte. On procède à l'investissement dans la start-up de David ? A demandé Bruno. Pas encore. D'abord, je dois rencontrer David en personne à Barcelone, examiner son plan d'affaires de fond en comble, structurer la société de manière juridiquement solide en tant qu'investissement commercial authentique, pas comme un cadeau déguisé. Je veux que ce soit une transaction professionnelle entre partenaires égaux, avec des contrats, des parts de capital définies, des responsabilités claires. David mérite d'être traité comme un entrepreneur sérieux, pas comme un fils nécessitant la charité paternelle, ai-je expliqué. Je respecte profondément cette approche. Quand pars-tu à Barcelone ? C'est en qui, Bruno ? Ce week-end.
J'appellerai David ce soir pour planifier une réunion samedi. Paula rentre des Maldives le mercredi 3 juillet. Je veux que tout soit absolument finalisé, documenté et communiqué avant son retour. Bruno m'a étudié avec une expression mêlant admiration et préoccupation. Javier, tu es conscient que quand Paula découvrira ce que tu as fait, le conflit sera nucléaire? Isabelle essaiera probablement de te détruire publiquement. Marcos pourrait engager des actions juridiques désespérées, même sans fondement. Tu es émotionnellement prêt pour cette tempête? Je me suis adossé au fauteuil en cuir, j'ai respiré profondément et j'ai répondu avec un calme qui m'a surpris moi-même. Bruno, pendant 16 ans, j'ai vécu dans une tempête permanente de manipulation émotionnelle. Chaque interaction avec Paula consistait à calculer quoi dire pour ne pas la froisser, quoi offrir pour acheter des moments temporaires d'affection feinte, quoi sacrifier pour maintenir l'illusion d'une relation père-fille. Cette tempête-là, je l'ai déjà traversée. Ce qui vient maintenant, c'est simplement un climat différent. Et je préfère un ouragan honnête à une bruine empoisonnée permanente. Ce soir-là, j'ai appelé David depuis mon appartement. Il était 22 heures, un moment où je savais qu'il serait disponible après sa journée de travail à Barcelone. « Papa, comment ça avance? Tu as progressé avec Bruno ?» a répondu David aussitôt, le ton anxieux. « David, l'appartement est vendu. 285 000 €. 200 000 € donnés à 3 organismes caritatifs cet après-midi. 85 000 disponibles pour investir dans ta start-up d'énergie solaire, si ton plan d'affaires résiste à un examen professionnel rigoureux, ai-je annoncé de but en blanc. Silence absolu pendant 5 secondes entières. « Papa, tu es en train de me dire que... » a commencé David d'une voix tremblante. « Je suis en train de te dire que je veux devenir associé investisseur dans ton entreprise. Pas un bienfaiteur généreux, pas un père qui distribue de l'argent. Un associé commercial authentique qui attend un retour sur investissement basé sur la viabilité réelle de ta technologie. Ton projet mérite-t-il objectivement cet investissement? Ai-je demandé sur un ton délibérément exigeant. David a ri nerveusement. Papa, nos panneaux solaires de 3e génération affichent un rendement supérieur de 27% à celui des concurrents actuels sur le marché européen. Les coûts de production sont réduits de 40% grâce à un procédé de fabrication innovant que nous avons développé. Nous avons des marques d'intérêt préliminaires de 3 distributeurs espagnols importants. Avec 85 000 €, nous pouvons produire 500 prototypes fonctionnels, les faire certifier officiellement et lancer la commercialisation en 4 mois. Projection prudente du chiffre d'affaires la première année. 350 000 €. Envoie-moi le plan d'affaires complet, les projections financières, l'analyse de marché, la structure juridique de l'entreprise, tout documenté de façon professionnelle. J'étudierai ça ce week-end. Si ça tient la route, nous signerons le contrat d'investissement samedi à Barcelone. Quelle part du capital offres-tu pour 85 000 €? Ai-je négocié formellement. 35% de l'entreprise. Valorisation totale de 250 000 €. Fondée sur la propriété intellectuelle, les prototypes existants et les contrats préliminaires. Ton investissement nous place en position de montée en puissance immédiate, a répondu David avec un professionnalisme qui m'a empli d'une fierté paternelle sincère. J'accepte provisoirement. Je confirmerai définitivement après examen de la documentation. David, une dernière chose importante. C'est un véritable investissement à risque. Si l'entreprise échoue, cet argent est perdu. Pas de rancune, pas de reproche. C'est clair? Parfaitement clair, papa. Et merci, pas seulement pour l'argent, mais pour me traiter comme un adulte compétent, comme un partenaire de valeur, comme quelqu'un en qui tu as professionnellement confiance. Ça compte infiniment plus que n'importe quelle somme d'argent, a dit David, ému mais maître de lui. Nous avons raccroché après avoir fixé la réunion au samedi 28 juin dans ses locaux à Barcelone. J'ai passé le vendredi à étudier méticuleusement le plan d'affaires que David avait envoyé par email. 43 pages d'analyse détaillée, de graphiques, de projections, d'études de marché, de brevets en instance. Le tout présenté de manière professionnelle. C'était solide. Impressionnant de solidité. David ne vendait pas un rêve d'entrepreneur naïf. Il présentait une opportunité commerciale légitime avec des fondements techniques réels et une demande de marché vérifiable.
Le samedi 28 juin, j'ai pris le train à grande vitesse pour Barcelone. 2h45 de trajet que j'ai mises à profit pour relire les contrats d'investissement préparés par Bruno. Des documents juridiques établissant une société entre David Ruiz Moreno et Javier Ruiz Campos avec des clauses limpides. 85 000 € en échange de 35% de participation au capital, siège au conseil d'administration, droit à des audits financiers trimestriels, clause de protection pour les deux parties. Les bureaux de David se trouvaient dans une zone industrielle moderne de Barcelone, un espace partagé avec d'autres start-up technologiques. Je suis arrivé à 11 heures. David m'a accueilli personnellement, m'a présenté ses deux associés ingénieurs, Raoul et Andrés, de jeunes talents brillants de 28 et 29 ans respectivement. Ils m'ont montré des prototypes fonctionnels de panneaux solaires, expliqué les innovations techniques, démontré l'amélioration du rendement avec des essais en conditions réelles. Après 3 heures de présentation exhaustive, de questions techniques et de négociation des termes définitifs, nous avons signé les contrats officiels. 85 000 € virés le jour même sur le compte professionnel de la start-up. J'étais officiellement associé, fondateur de Solaris Tech Innovations SL. David m'a serré fort dans ses bras après la signature. « Papa, on va construire quelque chose d'extraordinaire ensemble, je te le promets. » On a déjà construit quelque chose d'extraordinaire, David. Une relation fondée sur un respect mutuel sincère. Le succès entrepreneurial ne sera qu'un bonus supplémentaire, ai-je répondu en ressentant une plénitude dont j'avais oublié l'existence. Je suis rentré à Madrid ce soir-là en me sentant complètement transformé. En 9 jours, j'avais vendu l'appartement, donné 200 000 €, investi 85 000 dans une entreprise prometteuse et reconquis ma dignité. Paula allait revenir dans 4 jours sans savoir absolument rien. La révélation serait dévastatrice pour elle et, honnêtement, sa réaction m'était devenue indifférente. Le mercredi 3 juillet s'est levé sous une chaleur étouffante, typique de l'été madrilène. Je me suis réveillé tôt, davantage par anticipation que par nécessité, sachant que Paula atterrirait à l'aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas aux alentours de 14 heures, d'après l'itinéraire qu'elle avait publié sur les réseaux. 2 semaines au paradis tropical s'étaient écoulées pendant que je reconstruisais méticuleusement les fondations de ma vie. J'ai passé la matinée chez moi à préparer la confrontation finale. Sur mon bureau reposait une pochette en cuir marron contenant l'ensemble de la documentation. L'acte de vente de l'appartement à Eduardo Silva, les justificatifs bancaires des 3 dons caritatifs pour un montant total de 200 000 €, le contrat d'investissement avec Solaris Tech Innovations signé par David et ses associés, les relevés bancaires détaillant le mouvement de chaque euro. Mais l'élément central était la lettre manuscrite. 7 pages écrites à la main au cours de 3 nuits consécutives, retraçant chronologiquement chaque épisode de mépris, chaque humiliation endurée, chaque manipulation subie depuis le divorce de 2008 jusqu'au panneau ignominieux du 15 juin. L'écrire avait été cathartique, libérateur, comme l'ablation d'une tumeur émotionnelle qui avait grossi silencieusement pendant 16 ans. À 15h12, Paula a publié une photo sur Instagram depuis l'aéroport avec la légende « De retour à la réalité après le plus beau des rêves. Merci papa d'avoir rendu possible ce commencement parfait. » Emoji cœurs et alliances. 427 likes en 20 minutes. J'ai pris mon téléphone et rédigé un message WhatsApp avec une précision chirurgicale. « Paula, bon retour. J'ai besoin de te parler d'un sujet important lié à ton cadeau de mariage. Nous pourrions dîner demain jeudi à 20 h au restaurant La Vigna. Il est important que tu viennes seul, sans Marcos. C'est une conversation exclusivement entre père et fille. » J'avais choisi La Vigna délibérément, un restaurant espagnol traditionnel dans le quartier de Chambéry, où nous avions célébré sa remise de diplôme en 2018. Un lieu chargé de souvenirs, de promesses non tenues, d'illusions paternelles brisées. Paula a répondu 37 minutes plus tard. « Papa, bien sûr. Encore une surprise? Tu en as déjà trop fait, mais je ne me plaindrai jamais de cadeaux supplémentaires. Ha 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 ha. À demain 20 h. Bisous. » J'ai relu son message 3 fois. Le mot « cadeau » m'a provoqué une nausée physique. Pour elle, j'étais un distributeur automatique d'émotions, délivrant des avantages matériels à l'infini. Demain,
elle découvrirait que ce distributeur avait définitivement fermé. Le jeudi 4 juillet s'est écoulé avec une lenteur insupportable. J'ai essayé de travailler en revoyant des documents professionnels en retard, mais ma concentration était inexistante. J'ai appelé David pour le tenir au courant du dîner prévu. « Papa, tu veux que je vienne à Madrid pour te soutenir ?» a immédiatement proposé David. « Ce n'est pas nécessaire, fils. Je dois faire ça seul. Mais garde ton téléphone allumé. Paula te contactera probablement après, en quête d'un allié. Ne te laisse pas manipuler, ai-je prévenu. Ça n'arrivera jamais. Je suis entièrement de ton côté. Paula a fait des choix en toute conscience. Maintenant, elle en assume les conséquences. C'est aussi simple que ça, a répondu David avec une fermeté réconfortante. À 19h30, je suis parti pour le restaurant. Je suis arrivé avec 15 minutes d'avance. J'ai demandé une table discrète dans un recoin isolé, à l'écart des autres convives. Le patron, Antonio Marquez, une vieille connaissance de longue date, a remarqué ma tension évidente. « Don Javier, tout va bien ? Vous avez l'air soucieux », a-t-il demandé avec une inquiétude sincère. « Antonio, j'aurai ce soir une conversation difficile avec ma fille. J'apprécierais un maximum d'intimité et votre compréhension si les choses deviennent émotives. » ai-je expliqué vaguement. Antonio a hoché la tête avec compréhension, m'a touché l'épaule en signe de solidarité et a dressé la table personnellement avec une discrétion supplémentaire. Paula est arrivée à 20h pile. Elle est entrée dans le restaurant resplendissante, parfaitement bronzée par le soleil maldivien, dans une robe d'été jaune vif, les cheveux lâchés en ondulations naturelles, un sourire éblouissant de quelqu'un qui vient de vivre un rêve éveillé. Elle m'a salué avec effusion. Un baiser sur la joue et un câlin superficiel. « Papa, tu as bonne mine. Je t'ai manqué ?» a-t-elle demandé en s'asseyant avec agilité, tout en parcourant le menu comme s'il s'agissait d'un dîner de routine. « J'ai beaucoup à te dire, Paula. Mais d'abord, raconte-moi la lune de miel. Vous avez profité des Maldives ?» ai-je demandé en maintenant un ton conversationnel neutre. Pendant 28 minutes, Paula a parlé sans discontinuer de plages paradisiaques, de plongées spectaculaires, de mets exotiques, de spas de luxe, d'activités romantiques. Un récit narcissique interminable où j'apparaissais occasionnellement sous la forme d'un « grâce à papa, on a pu faire ceci ou cela », sans profondeur émotionnelle réelle, simple reconnaissance transactionnelle d'un pourvoyeur financier. Nous avons commandé les plats principaux. Quand le serveur s'est retiré, j'ai posé la pochette marron sur la table entre nous. « Paula, j'ai besoin que tu lises ceci avec une attention totale et un silence absolu jusqu'à la fin, » ai-je dit d'une voix tranquille mais ferme, qui a instantanément changé l'atmosphère. Paula a froncé les sourcils, déconcertée. « Papa, qu'est-ce que c'est ? Encore des papiers pour l'appartement ? On avait tout signé avant le mariage. » Ouvre. Paula a ouvert la pochette. Le premier document était l'acte de vente de l'appartement au nom d'Eduardo Silva, daté du 25 juin 2024. Ses yeux ont parcouru les lignes rapidement, son expression passant de la confusion à l'incrédulité, puis à l'horreur absolue en quelques secondes. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est écrit que tu as vendu notre appartement à quelqu'un qui s'appelle Eduardo Silva. C'est forcément une erreur administrative, une confusion bureaucratique, n'est-ce pas, papa ?» a-t-elle bégayé, la voix montant dans les aigus. « Il n'y a pas d'erreur. J'ai vendu l'appartement légalement pour 285 000 €. Continue ta lecture, ai-je répondu avec un calme glacial. Paula a fébrilement tourné les pages jusqu'au document suivant. Les justificatifs de virement bancaire aux 3 associations caritatives. 66 666 € répétés 3 fois. Ses mains se sont mises à trembler visiblement. « Tu as donné 200 000 €, notre argent, l'argent de notre appartement ?» a-t-elle soufflé, la voix se brisant. « Ce n'était pas votre argent. C'était mon argent, ma propriété, ma décision. Document suivant. » ai-je corrigé fermement. Le 3e document était le contrat d'investissement avec Solaris Tech Innovations. 85 000 € investis en tant qu'associé fondateur. 35% de participation au capital. Signé par Javier Ruiz Campos et David Ruiz Moreno. Tu as donné 85 000 € à David pour son entreprise.
Tu as investi dans David, mais nous, Marcos et moi, notre appartement? Paula s'exprimait par fragments incohérents, son cerveau apparemment incapable de mesurer l'ampleur de ce qu'elle découvrait. Lis la lettre, 7 pages. Chaque mot compte, ai-je ordonné en désignant l'enveloppe blanche au fond de la pochette. Paula a sorti les feuillets manuscrits de ses doigts, tremblants. Elle a commencé à lire. J'ai vu son visage traverser tout le spectre des émotions, tandis que ses yeux absorbaient chaque ligne que j'avais écrite avec une douleur rédemptrice. Les larmes ont commencé à rouler sur ses joues, ruinant son maquillage impeccable. Sa respiration est devenue erratique, saccadée. La lettre relatait tout. Le divorce traumatisant et sa manipulation par Isabelle. Les 16 années de sacrifices ignorés. Les centaines de milliers d'euros donnés sans gratitude sincère. Les marques de mépris déguisées en plaisanterie. L'appel à David pour demander de l'argent en secret, tout en me traitant de radin. L'humiliation publique du panneau, avec ma photo, présentée comme une blague virale innovante. La complicité avec Marcos et Isabelle. Le tout se terminait par un paragraphe final dévastateur. Aujourd'hui, j'ai reconquis la dignité que j'avais hypothéquée pendant 16 ans en tentant d'acheter un amour qui n'a jamais été sincère. L'appartement que j'avais acheté comme preuve d'amour paternel, je l'ai transformé en instrument de justice. 200 000 euros aideront des orphelins, des malades et des personnes âgées qui méritent une compassion véritable. 85 000 euros construiront l'avenir avec le fils qui, lui, m'a toujours estimé. Tu perds non seulement un bien matériel, mais la relation avec ton père, de manière permanente, sans négociation, sans retour. Cette lettre est mon adieu définitif. Paula a fini de lire, laissé tomber les feuillets sur la table, levé son visage vers moi, affichant une dévastation totale. Maquillage coulé en traînées noires, yeux rouges et gonflés, lèvres tremblant de façon incontrôlable. Puis elle a explosé. « Tu es complètement fou. Tu as vendu notre appartement. C'était notre foyer, notre avenir. » A hurlé Paula en se levant brusquement, renversant sa chaise, attirant les regards alarmés des convives voisins. Je suis resté assis, immobile, l'observant avec une expression neutre qui la rendait visiblement encore plus furieuse par mon absence de réaction émotionnelle. « Paula, baisse le ton ou cette conversation s'arrête immédiatement. » ai-je dit avec un calme qui contrastait brutalement avec son hystérie croissante. « Baisser le ton? Baisser le ton? Tu viens de détruire ma vie. Marcos et moi, ça fait des semaines qu'on prépare le déménagement. On a acheté des meubles, engagé une décoratrice d'intérieur. On avait des projets. Comment as-tu pu nous faire ça ?» a sangloté Paula en retombant sur sa chaise, le visage dans les mains, le corps secoué de pleurs convulsifs. Antonio, le patron du restaurant, s'est approché discrètement. « Don Javier, vous avez besoin de quelque chose? Tout est sous contrôle ?» a-t-il demandé avec une inquiétude manifeste. « Tout va bien, Antonio. Juste une conversation familiale difficile. Merci pour ta patience. » ai-je répondu de manière rassurante. Paula a relevé son visage dévasté. « Conversation familiale, papa? Ce n'est pas une conversation. C'est une punition cruelle et disproportionnée pour une blague que tu as complètement mal interprétée. Le panneau, c'était de l'humour moderne, du sarcasme inoffensif. Tout le monde a ri, tout le monde a apprécié. Il n'y a que toi qui l'as pris personnellement. » Cette déclaration révélait précisément le problème fondamental. Paula ne comprenait sincèrement pas la gravité de son acte. Pour elle, exhiber publiquement la photo de son père en criminel recherché devant 380 invités relevait de l'humour inoffensif. « Paula, réponds honnêtement. Qui a proposé l'idée du panneau à l'origine ?» ai-je demandé frontalement. Paula a hésité, les yeux fuyant nerveusement. « Marcos et moi, c'était une idée conjointe, créative, innovante. »« Tu mens, et nous savons tous les deux que tu mens. » ai-je coupé avec fermeté. À cet instant précis, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. « Javier, c'est Marta Lozada, la coordinatrice du mariage. J'ai besoin de vous parler de toute urgence au sujet d'informations importantes concernant Paula et Isabelle. Appelez-moi quand vous pourrez, s'il vous plaît, c'est crucial. » Un timing intéressant. Marta avait assisté à toutes les réunions de planification, observé les dynamiques familiales, entendu des conversations privées,
étaient témoins d'échanges révélateurs. J'ai montré le message à Paula. La coordinatrice de ton mariage veut me parler de toute urgence. Tu as une idée du sujet ? Ai-je demandé en observant attentivement sa réaction. Le visage de Paula a blêmi de manière visible, même sous son bronzage tropical. Non, aucune idée. Probablement un détail administratif en suspens, a-t-elle bredouillé, peu convaincante. J'ai composé le numéro de Martha immédiatement, haut-parleur activé délibérément. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Monsieur Ruiz, merci de me rappeler aussi vite. Écoutez, j'ai des informations que j'aurais dû vous communiquer avant le mariage, mais j'avais signé un accord de confidentialité avec Madame Isabelle Moreno. Cependant, après avoir appris par des collègues ce qui s'est passé avec le panneau humiliant, ma conscience professionnelle ne me permet plus de garder le silence. A commencé Martha d'une voix tendue. Paula a tenté de m'arracher le téléphone, mais je l'ai écarté physiquement. Poursuivez, Martha, vous avez toute mon attention. Le panneau avec votre photo style avis de recherche n'était pas une idée spontanée de Marcos. Il a été méticuleusement planifié par Madame Isabelle 3 semaines avant le mariage. Elle m'a contacté personnellement, m'a montré le design qu'elle avait commandé à un graphiste professionnel, a payé un supplément pour la production et l'installation. Elle m'a expressément demandé de ne rien vous dire et de le présenter comme une surprise amusante le jour de la cérémonie. A révélé Martha, d'une voix mêlant honte et soulagement de confesser. Paula secouait frénétiquement la tête. « Ce n'est pas vrai. Maman ne ferait jamais... » Il y a autre chose, monsieur Ruiz. Lors d'une réunion privée entre Isabelle, Paula et Marcos en avril, j'ai surpris une conversation où Isabelle expliquait que le panneau était la vengeance parfaite, parce que vous aviez, selon elle, ruiné son mariage en découvrant sa liaison en 2007. Elle a dit textuellement « Javier mérite d'être humilié publiquement comme il m'a humilié quand il a exposé mon aventure ». Paula a d'abord objecté en disant que c'était cruel, mais Isabelle l'a convaincue en arguant que vous ne changeriez jamais votre générosité financière parce que vous aviez besoin de vous sentir important, a poursuivi Martha, démolissant systématiquement le récit de Paula. Paula sanglotait de manière incontrôlable. « Non, non, ce n'était pas comme ça. Tu déformes tout. Maman voulait juste... » À ce moment-là, Marcos a fait irruption dans le restaurant. Quelqu'un, probablement Paula, lui avait visiblement envoyé un message de panique avant notre entrevue. Il est arrivé agité, en sueur, l'expression d'un animal acculé. « Don Javier, qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Paula m'a écrit hystériquement en disant que vous aviez vendu notre appartement !» a exigé Marcos en s'approchant agressivement de notre table. « Marcos, bienvenue. Assieds-toi. Cela te concerne aussi. » ai-je dit en désignant la chaise vide avec un calme irritant. Marcos s'est assis raidement. Il a pris la main de Paula, qui pleurait de façon inconsolable. J'ai poussé la pochette vers lui. Lisse. Tout est juridiquement documenté. Marcos a parcouru les documents rapidement, son expression passant de l'agressivité au choc, puis à une panique calculatrice. En tant qu'architecte, il comprenait parfaitement les implications légales d'actes notariés officiels. C'est illégal. Vous nous aviez promis cet appartement comme cadeau de mariage. Il y a un engagement verbal, possiblement même écrit. Je peux vous poursuivre pour non-respect de promesse, pour préjudice moral, pour... a commencé Marcos avec la bravade désespérée de quelqu'un qui tente de reprendre le contrôle d'une situation incontrôlable. Tu peux toujours essayer, Marcos. Mon avocat Bruno Ortega attend cette plainte avec impatience. Juridiquement, l'appartement était ma propriété absolue, jusqu'à la signature de l'acte de transfert prévu le 15 juillet. J'ai vendu mon bien de manière parfaitement légale avant cette date. Aucun tribunal espagnol ne trouvera matière à procès. Mais vas-y, dépense de l'argent que tu n'as manifestement pas en avocats coûteux qui te diront exactement la même chose. Ai-je répondu avec une froideur professionnelle ? Marcos a immédiatement changé de tactique. Écoutez, Don Javier, je comprends que vous soyez contrarié par le panneau. C'était une erreur de jugement. Paula et moi le reconnaissons. Mais c'est disproportionné. Nous sommes une famille. Nous pouvons résoudre cela de manière civilisée. Rendez l'appartement ou compensez financièrement. Comportons-nous en adultes rationnels. Je suis parfaitement rationnel, Marcos.
Si rationnel que j'ai mené quelques recherches intéressantes. Sur tes finances personnelles, tu as 22 000 euros de dettes de carte de crédit accumulées ces 18 derniers mois. Un prêt personnel de 15 000 euros impayé. Ton cabinet d'architecture perd des clients. C'est pour ça que tu as accepté tous mes cadeaux avec autant d'enthousiasme, sans jamais rien remettre en question. Tu avais désespérément besoin de l'appartement gratuit pour stabiliser ta situation économique précaire. Ai-je révélé en observant la couleur quitter son visage. Paula regardait Marcos avec une horreur grandissante. 22 000 euros de dette? Marcos, tu m'avais dit que tu étais financièrement stable. Tu m'as menti. Avant que Marcos puisse répondre, Isabelle a fait une entrée théâtrale dans le restaurant. Quelqu'un l'avait manifestement informée de la crise en cours. Elle est arrivée dans une élégante robe noire, les cheveux parfaitement coiffés, l'expression d'une détermination maternelle protectrice. « Javier, qu'est-ce que tu fais à notre fille ?» a-t-elle exigé en s'approchant d'un pas rapide et autoritaire. « Isabelle, quel timing parfait! Justement, nous étions en train de discuter de ton rôle dans cette situation, » ai-je dit avec un sourire glacé. J'ai sorti le dernier document de la pochette. Des impressions de courriers électroniques échangés entre Isabelle et Paula en mars et avril 2024, obtenues légalement par requête formelle auprès du fournisseur d'accès Internet de Paula, avec autorisation judiciaire fondée sur des soupçons de fraude. Les emails révélaient une planification méthodique et malveillante. Email daté du 23 mars 2024 d'Isabelle à Paula. « Ma chérie, j'ai engagé un graphiste pour créer un panneau amusant avec la photo de ton père. Ce sera le divertissement parfait à l'entrée de la salle. Imagine la tête de Javier quand il le verra. Il sentira enfin une fraction de l'humiliation qu'il m'a fait ressentir en détruisant notre mariage, en exposant ma relation avec Rodrigo. » Réponse de Paula, 4 jours plus tard. « Maman, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Papa a été financièrement généreux. Est-ce qu'il pourrait vraiment se vexer ?» La réponse d'Isabelle était dévastatrice. « Paula, ton père a besoin d'un rappel qu'il n'est pas aussi important qu'il le croit. De toute façon, il ne retirera jamais son soutien financier. Son ego dépend de son rôle de bienfaiteur généreux. Fais-moi confiance. » Un autre email d'Isabelle à Paula, daté du 12 avril. « Après le mariage, nous devrons lui demander 50 000 euros supplémentaires pour des rénovations urgentes de l'appartement. Marcos peut préparer un faux devis de travaux. Javier paiera sans poser de questions, comme toujours. » Isabelle était restée complètement figée, lisant ses propres emails imprimés et exposés au grand jour. Son visage, habituellement si maîtrisé, affichait une panique sincère. « Où as-tu obtenu ces emails? Ils sont privés. C'est une atteinte illégale à la vie privée, » a accusé Isabelle d'une voix tremblante, tentant de reprendre l'ascendant. Obtenu légalement par ordonnance judiciaire fondée sur une enquête pour fraude financière préméditée. Bruno Ortega s'est assuré que chaque étape soit juridiquement irréprochable. Tu veux que je continue la lecture? Il y a 17 emails supplémentaires tout aussi édifiants, ai-je répondu avec un calme écrasant. Paula regardait Isabelle avec une expression de trahison absolue. « Maman, tu m'as manipulé. Tu m'as convaincu de participer à l'humiliation publique de papa. Tu m'as utilisé comme instrument de ta vengeance personnelle après 16 ans. Paula, ne sois pas mélodramatique. Je voulais simplement que ton père descende de son piédestal de saint. Il n'est pas la victime innocente ici. Il a brisé notre famille, a tenté de se justifier Isabelle faiblement. C'est toi qui as brisé la famille avec ton infidélité, Isabelle. J'ai simplement découvert la vérité et agi en conséquence. Et maintenant, 16 ans plus tard, tu as utilisé notre fille comme arme de ta vengeance pathétique. » Ai-je rectifié d'une voix d'acier. Je me suis levé. J'ai ramassé la pochette, laissé 200 € sur la table pour couvrir l'addition et un pourboire généreux pour Antonio qui avait supporté ce drame avec un professionnalisme admirable. Cette conversation est terminée. Paula, Marcos, Isabelle, je vous souhaite le meilleur pour vos vies futures. Je poursuivrai la mienne. N'essayez pas de me contacter. Je bloquerai vos numéros, vos emails, vos réseaux sociaux. Toute tentative d'approche sera considérée comme du harcèlement et signalée en justice. Bruno a des instructions précises à ce sujet, ai-je déclaré avec une finalité absolue.
Papa, attends, on peut arranger les choses, s'il te plaît, a supplié Paula en se levant brusquement et en agrippant mon bras avec désespoir. Je me suis arrêté. Je l'ai regardée droit dans les yeux une dernière fois. Paula, je t'ai absolument tout donné pendant 16 ans. Du temps, de l'argent, un amour inconditionnel, des sacrifices que tu n'as jamais véritablement appréciés. Tu as fait de moi un objet de moquerie publique après que j'ai dépensé 102 000 € pour ton bonheur. Cet acte a révélé comment tu me voyais réellement, comme une ressource exploitable, pas comme un père respectable. Désormais, tu vivras sans cette ressource, de façon permanente. Tire-s'en une leçon ou non, ce n'est plus ma responsabilité. Je suis sorti du restaurant, laissant derrière moi les sanglots hystériques de Paula, les tentatives molles de Marcos pour sauver la face, et le silence vaincu d'Isabelle. Les semaines qui ont suivi furent prévisiblement chaotiques. Paula a tenté de me joindre 83 fois par appel. SMS, email, tous systématiquement bloqués. Elle a engagé un avocat qui a envoyé une lettre menaçante à Bruno, exigeant l'annulation des dons ou une compensation équivalente. Bruno a répondu par une lettre de 10 pages démolissant chaque argument juridique, concluant que toute plainte serait immédiatement rejetée et pourrait aboutir à une demande reconventionnelle pour harcèlement. Paula a finalement déposé une plainte à la mi-août. Le juge l'a rejetée en audience préliminaire en exactement 17 minutes. Le jugement énonçait « Monsieur Ruiz Campos était propriétaire légal absolu du bien immobilier en question. Il a vendu sa propriété de manière légale avant toute obligation contractuelle de transfert. Les dons caritatifs postérieurs constituent des actes légitimes de disposition patrimoniale. Plainte rejetée avec condamnation aux dépens de la demanderesse. Paula a dû régler 7 000 € de frais de justice. Marcos, confronté à une pression financière insoutenable, sans l'appartement espéré et avec des dettes qui s'accumulaient, a demandé le divorce en septembre, invoquant des différends irréconciliables et les révélations de manipulation familiale. Le divorce a été prononcé en novembre 2024. Paula s'est retrouvée seule, sans appartement, sans mari, sans soutien paternel. Isabelle, par une ironie du sort, a coupé les ponts avec Paula, lui reprochant de ne pas avoir su mieux gérer la situation avec ton père. Rodrigo, lassé des drames interminables, a quitté Isabelle en octobre. Justice poétique, observée de loin. Pendant ce temps, j'avais déménagé définitivement à Barcelone en août. J'avais loué un appartement moderne, à proximité des bureaux de Solaris Tech Innovations. Je travaillais quotidiennement aux côtés de David, Raoul et Andrés pour développer l'entreprise. Notre technologie de panneaux solaires a obtenu sa certification européenne en septembre. Les premières ventes commerciales ont démarré en octobre. Fin octobre, la start-up avait facturé 121 000 €, avec des projections à 400 000 € pour la première année complète. Mon investissement de 85 000 € prenait de la valeur chaque mois. Mais plus important que le rendement financier, il y avait le rendement émotionnel. Travailler aux côtés de mon fils sur un projet porteur de sens, fondé sur un respect mutuel authentique. Un après-midi de la mi-octobre, je marchais avec David le long du front de mer barcelonais après une réunion fructueuse avec un distributeur catalan qui venait de passer commande de 200 panneaux solaires. Le soleil méditerranéen descendait en peignant le ciel d'orange et de rose spectaculaire. Je ressentais une paix que je n'avais pas éprouvée depuis des décennies. Mon téléphone a vibré. Numéro bloqué. Paula avait emprunté un téléphone pour tenter de me joindre une fois de plus. 20e appel de la semaine. J'ai regardé l'écran. David a observé mon expression. « Paula, encore ?» a-t-il demandé. « Oui, 20e appel, ai-je confirmé. »« Tu vas finir par décrocher un jour ?» a demandé David, sans jugement, avec une simple curiosité sincère. J'ai mis le téléphone en sourdine, l'ai glissé dans ma poche et j'ai continué à marcher aux côtés de mon fils sous ce ciel spectaculaire. Non, David, je ne décrocherai pas. Elle a eu 16 ans de mon attention inconditionnelle. Elle l'a entièrement gaspillée. Certaines leçons dans la vie arrivent trop tard. Celle de Paula, c'est comprendre que le respect ne se récupère pas une fois perdu, que l'amour ne s'achète pas par des supplications désespérées et que les actes ont des conséquences permanentes et irréversibles, ai-je répondu avec une sérénité absolue. David a hoché la tête avec compréhension.
Il a posé son bras sur mes épaules. Je suis fier de toi, papa. Tu as reconquis ta dignité. Ça vaut infiniment plus que n'importe quelle relation toxique. Il avait raison. J'avais perdu une fille que je n'avais jamais véritablement eue. Mais j'avais gagné quelque chose d'inestimable. Le respect de moi-même, ma paix intérieure et une relation renforcée avec le fils qui m'estimait sincèrement. Le téléphone a vibré de nouveau. Paula, obstinée dans son désespoir. J'ai jeté un bref coup d'œil à l'écran, puis levé les yeux vers l'horizon méditerranéen, où le soleil embrassait l'eau en traçant un chemin doré de lumière. J'ai laissé l'appel basculer sur la messagerie vocale. J'ai éteint complètement l'appareil. J'ai continué à marcher en avant, au sens propre comme au sens figuré, laissant derrière moi les fantômes de relations bâties sur des fondations factices de manipulation et de transactions financières déguisées en amour. Certains chapitres de la vie doivent être définitivement clos pour que de nouveaux commencements puissent éclore. Paula apprendrait cette leçon de la manière la plus dure qui soit. Moi, j'avais déjà appris la mienne. La dignité personnelle n'est négociable sous aucune circonstance. Et avec cette certitude absolue, j'ai marché vers mon avenir reconstruit. Enfin, libéré des chaînes que j'avais moi-même forgées en tentant d'acheter un amour qui ne serait jamais sincère. Si cette histoire vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de nous avoir suivis.